Vas-y. Merci Régulus. Alors bonsoir docteur Berger-Blackler. Je me permets de vous dire docteur parce qu'en fait vous êtes en effet vous me dites si je me trompe, mais sauf erreur de ma part et j'ai consulté votre site et je m'excuse pour le retard. Vous êtes docteur en anthropologie donc vous me corrigez si je me trompe. Alors juste je vais monopoliser un peu la parole parce que j'attendais ce moment avec impatience, donc permettez-moi les formes. Alors sachez que dans un premier temps je suis particulièrement heureux et honoré d'avoir l'opportunité de parler avec vous. Alors à nouveau. Deuxièmement parce que vous m'avez dédicacé votre ouvrage et en quelques minutes de discussion et d'échange, en fait, j'ai compris que vous étiez bien au fait de la problématique et de la situation et que vous aviez compris des années en avance, là où beaucoup se noient dans un océan d'ignorance, d'obscurantisme, de déni et de complaisance, toutes strates de compréhension confondues. Alors, j'ai une approche assez frontale et brutale, ceux qui me connaissent le reconnaissent. J'aimerais aussi vous réitérer mon soutien total et moral, en fait, et rajouter à l'influx d'énergie positive de la, entre guillemets, de la Fédération des apostats ma propre touche, afin que vous sachiez que les auditeurs et les auditrices gardent à l'esprit que votre travail, pas simplement en référence à l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, mais la complétude de votre contribution est salutaire pour toute la société civile. Enfin, j'invite à nouveau toute personne à se procurer vos ouvrages, pas simplement celui dont on va discuter aujourd'hui, mais aussi à parcourir ceux-ci. Ils sont vraiment, à mon sens, sans équivoque d'utilité publique. Alors, en parallèle, un petit billet d'humeur, je tiens à mentionner également que l'ensemble de vos sorties médiatiques, j'en ai suivi quelques-unes sur la parution de votre livre, ont provoqué l'effet stressant certainement imprévu sur les musulmans. Alors, malheureusement, que c'est suivi des menaces qu'on connaît et qui a quand même mis en lumière par la même occasion la lâcheté et le mutisme de mon observation probablement calculée des institutions, alors pourtant suffisamment arrogante pour avoir des opinions sur des sujets que j'ai considérés comme non clivants et confortables à traiter, mais beaucoup plus tacite sur les problématiques qui embrasent la société civile actuellement. Alors je dirais honte aux lâches de l'État profond qui observe et attend d'être au pied du mur pour réagir et qui joue la montre comme de la tectonique diplomatico-sociale, car ça marche pas. Et de plus en plus de personnes sur les territoires ouvrent les yeux dessus. Et pour ça, je vous réitère mon total soutien à vous, docteur. Alors, j'ai quelques questions que je vais arborer de commentaires. Moi, donc, j'ai lu votre livre. J'ai trouvé au niveau des points positifs, c'est un très bon livre pour les néophytes. C'est très, très didactique. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas d'équivoque. La structure, elle est très intéressante. Les mécanismes sont clairs. Certaines informations sont d'un niveau que j'ai trouvé avancé, ça permet d'aller plus loin que le tronc commun sur le sujet. Si je peux me permettre, hein, à mon modeste niveau, bien sûr, à quelques axes d'amélioration et des critiques, j'ai trouvé des redondances dans certains thèmes et des terminologies. Ça aurait pu, sur certains axes, être approfondi. Et bon, après, j'ai quand même quelques propositions qui sont assez, on va dire, intransigeante sur comment combattre le frérisme. Après, j'ai trouvé la partie, il y avait une partie en fait qui était courte un peu pour combattre le frérisme. Je crois que ça faisait 3 pages. Et la conclusion, je l'ai trouvée un peu rapide. Sinon, j'avais quelques questions. Je vais les reposter sur le chat pour que faire ici, enfin, vous n'avez pas le temps de répondre. J'imagine que vous avez une chaîne YouTube ou une chaîne Twitter. Je pense que oui. Je pense que ça, enfin, en termes de visibilité, mais j'imagine qu'avec vos travaux et votre site internet, enfin, vous devez être suffisamment visible à l'international. Est-ce que vous comptez faire traduire vos ouvrages, en particulier celui-ci, dans d'autres langues que le français? Est-ce que vous organisez, alors je pense que oui quand même, parce que j'ai parcouru rapidement votre site web, est-ce que vous organisez des conférences à l'international sur des plateformes et avec des centres intellectuels exposés où ça va permettre d'augmenter votre visibilité en fait, en particulier sur votre travail? J'imagine que vous travaillez avec d'autres chercheurs étrangers donc sur cette question, notamment les anglo-saxons, et si oui, lesquels? Moi, j'avais pensé à une grille analytique parce qu'en fait, souvent, quand on parle des frères musulmans, ils ont un espèce on va dire, entre guillemets, j'aime pas les anglicismes, mais le body language, et ils ont une posture et même un style dialectique, en fait, qui leur est propre pour essayer d'avoir on va dire, une stratégie un peu protéiforme dans la société. Donc, si on pouvait disposer d'un certain nombre d'indicateurs qui permettaient de plus ou moins les identifier. Alors bon, il y aura certainement des trous dans la raquette, mais j'ai une vague idée comme oui, le style de l'islam affirmé, comme vous le mentionnez assez régulièrement dans vos sorties médiatiques, comme l'islam al-Wasat. Voilà, si vous avez une idée. Et ensuite, alors j'ai vu quelque chose qui m'a particulièrement interpellé dans votre ouvrage. À la page, alors je vais être assez précis là, 228-229 de votre ouvrage, vous indiquez, pour résumer ce que l'on nomme salafisme, rassemble plusieurs formes d'orthopraxie piétiste non politique au sens partisan, comme le wahhabisme des pays du Golfe, le malikisme soufi marocain ou la Jamaat al-Tablir d'origine pakistanaise. En fait, sur cet aspect-là, alors c'est pour ça là je suis très chirurgical, est-ce que vous pourriez préciser l'analogie entre le salafisme et le malikisme soufi marocain dans ce contexte
dans le contexte de votre explication. Et sinon, alors moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Si vous pouviez nous recommander quelques ouvrages, et en particulier des auteurs, bon, je ne cite pas en fait ceux de votre bibliothèque en fait. Par exemple, le Halal, j'ai oublié la suite du titre, Une invention d'État. Et ah oui, j'aurais eu besoin d'une explication à la page 339. Alors, je suis précis. Hein. Ligne 17, vous mentionnez l'expression concordat avec l'islam de la part de l'État français. Qu'est-ce que vous sous-entendez en fait par concordat dans le contexte de votre livre? Et alors, est-ce que c'est une comparaison vraiment avec le régime spécial de l'Alsace-Lorraine? Et y a-t-il pas un risque que ça ouvre la porte en fait aux fréristes, étant donné qu'ils ont une propension, ça, je pense que la plupart des chercheurs là-dessus sont assez unanimes, à retourner en fait contre eux, ceux ou celles qui pensent qu'ils instrumentalisent. Bon, après, j'avais des propositions pour compléter celles de votre livre, mais elles sont vraiment brutes de décoffrage, donc je vais m'arrêter là. Wow, merci beaucoup, Horatio. Je ne sais pas si Florence pourra répondre à toutes les questions, mais je vous en prie, Florence, allez-y, faites comme vous pouvez. Et, merci beaucoup, Horatio. Merci, merci vraiment pour ce que vous avez dit au début qui me touche beaucoup. Et puis pour vos nombreuses questions auxquelles j'espère pouvoir répondre un tout petit peu, mais peut-être pas à la mesure que vous souhaiteriez. Disons que, alors, pour ce qui est de ma visibilité dans le monde international, la traduction, on m'a demandé des traductions en anglais, en indien, en Inde, surtout, en suédois, en danois, en allemand et en néerlandais. Mon éditeur n'est pas très très réactif, mais j'espère que ça va aller mieux. Je pense qu'il est très occupé en ce moment, mais voilà, ça veut dire qu'il faut que je trouve aussi des maisons d'édition. J'ai quand même des budgets pour faire la traduction, donc voilà, tout ça est. Alors il faut pas croire. Moi, je suis chercheur au CNRS. J'ai des contacts avec des collègues, surtout d'ailleurs à l'étranger, qui travaillent sur les mêmes problématiques que moi, mais sachez quand même que quand on est chercheur au CNRS, on est très très seul. On a un salaire de prof de collège et on se débrouille un petit peu avec des bouts de ficelle pour faire nos enquêtes. Et il va de soi que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour faire mes recherches. À part mon salaire, je n'ai rien en réalité. Donc, je dois me débrouiller pour me faire inviter. Et la communication, ça passe à la trappe. C'est-à-dire que tout ce que vous me proposez et qui serait très utile, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Je ne suis pas aidée. Je n'appartiens pas à un parti, pas à un groupe, ni rien. Donc, je suis un petit peu seule. Et parfois, je compte sur les médias pour diffuser un petit peu le travail que je fais. Mais si je ne suis pas très bien réveillée le matin ou si je ne suis pas performante sur les médias, ça peut avoir des conséquences aussi très négatives sur ce que je dis et sur ce que j'explique. Donc, voilà, pour moi, c'est très délicat cette période. Et c'est vrai que si j'avais plus de moyens et de contacts pour améliorer un peu mon image, comme on dit, et que mon discours passe mieux, parce que je me fiche un peu de mon image, c'est mon discours qui m'intéresse de diffuser, ce serait super. Les autres chercheurs à l'étranger que je connais, là, il y a un nom qui me vient en tête parce que c'est intéressant. Ce qu'il a fait, c'est comment il s'appelle, il me vient en tête, mais pas vraiment. Attendez. Voilà, Sameh Gibson, qui est un chercheur égyptien, je pense que c'est pas son vrai nom, qui travaille donc dans une université suédoise et qui vient de publier une thèse sur les réseaux des frères musulmans. Et cette fois-ci, en s'intéressant à ce que moi, je n'étais pas en mesure de faire, c'est-à-dire aux réseaux physiques, c'est-à-dire aux associations, aux institutions. Moi, je n'étais pas en mesure, c'est pas vrai d'ailleurs, j'étais en mesure de le faire, mais je n'ai pas choisi d'étudier ça parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire des idées, c'est ce qu'ils ont dans la tête, c'est comment ils pensent. C'est ça qui m'intéresse. Alors, bien sûr, je fais référence à des institutions, mais c'est surtout à l'histoire des idées. Donc, cette thèse-là, on peut faire une une traduction Google ou DeepL de cette thèse qui est publiée en suédois et qui est vraiment très intéressante. Par ailleurs, il y a bien sûr les travaux de Lorenzo Vidino, très attaqués aussi, comme par hasard, au moment où moi je le suis aussi. Il y a les travaux de
de Policy Exchange à Londres. Policy Exchange est une institution privée en fait qui travaille sur ces problématiques-là, qui publie assez peu alors qu'elle aurait les moyens de ses collègues qui sont parfois un peu en difficulté, mais qui produit des travaux très très intéressants. Je travaille aussi avec Tommaso Virgili qui a publié un très intéressant rapport qui s'appelle The Muslim Brotherhood in Europe, qui est publié par un groupe politique de la Commission européenne, de l'Union européenne, pardon, ECA Group, qui a été publié en octobre 2021. Voilà, il y a un certain nombre de chercheurs que je voudrais d'ailleurs réunir lors d'une conférence internationale. Je suis en train de la monter. J'espère avoir les financements pour ça. Vous imaginez bien que c'est pas facile puisque à l'université au CNRS, on ne m'aide pas. On me pose plutôt en ce moment, c'est plutôt des entraves, alors que d'ailleurs dans mon livre, je remercie le CNRS de me laisser toute liberté de recherche, même si je ne suis pas financée, au moins on ne m'empêche pas, on ne m'entrave absolument pas dans ma réflexion. Bien au contraire, c'est un milieu où on peut penser librement. Mais quand on ne veut pas que vous développiez une théorie, effectivement, on ne vous facilite pas les choses, on vous empêche d'avoir des financements de recherche, de monter des équipes, de monter en grade, ce qui donne évidemment des avantages en termes de financiers et de légitimité. Bon, moi, je suis un petit peu laissée pour compte pour le moment. Revenons donc aux frères, au body language, comment les identifier. Évidemment, moi, ça fait 30 ans que je les côtoie, donc c'est presque un peu intuitif. J'aurais du mal à dire pourquoi j'ai l'impression, je ressens une personne proche des frères musulmans, comme on dit, que moi j'appelle frériste, ou même frères musulmans. Je pense même que j'arrive à décoder maintenant l'individu qui appartient à la confrérie et l'autre qui en porte les valises, si vous voulez, ou d'autres qui sont proches d'eux, mais qui ne savent pas qu'ils les servent. Donc j'arrive, mais ça m'est très très difficile encore aujourd'hui d'en parler parce que c'est pas scientifique, parce que je peux pas le prouver. Je sais simplement que si je le vois, que je cherche quelque chose autour de cette personne, je vais effectivement confirmer, la plupart du temps, ça m'arrive de me tromper, bien évidemment, comme tout le monde, je vais confirmer mes intuitions. Mais évidemment, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas de preuves. Tout ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est toujours référencé, sourcé, soit de mes sources directes, soit de sources secondaires, mais je ne m'aventure pas à décrire des choses sur lesquelles je suis pas sûre. Il faudrait pour ça que je me transforme en romancière, ce qui n'est pas encore le moment. Et puis, sur les questions que vous posez, en fait, elles posent aussi la question de à qui je m'adresse. Et dans ce livre-là, j'ai voulu m'adresser à tous ceux qui sont pas hors l'islam, mais qui ont une vision laïque en fait, qui tout en étant musulmans ou en n'étant pas musulmans, qui sont quand même prêts à avoir une vision laïque de la religion. Je pense que pour un fondamentaliste, quel qu'il soit d'ailleurs, j'ai aussi des fondamentalistes chrétiens qui n'ont pas aimé ce livre parce que justement ils se sentent assez proches des frères. J'imagine bien que pour un fondamentaliste, comme il a un autre cadre de référence, mon livre ne vaut pas grand-chose. C'est son rapport à la science qui est en jeu là, c'est son rapport conflictuel entre la science et le fondement littéraliste, dogmatique d'une religion intégriste. Mais ça, je n'y peux rien. Sur les solutions, évidemment, j'en aurais beaucoup plus que ce que j'ai écrit, parce que je pense qu'il y a des solutions qui ne peuvent pas s'écrire aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des solutions radicales qui
qui sont pas nécessaires aujourd'hui, mais qui pourraient le devenir. On voit bien que si les choses continuent comme ça, on va arriver vers un conflit. Et donc, parmi les solutions, quand on est face à un conflit, c'est de se défendre. Et ça, j'en parle évidemment pas, parce qu'on n'est pas encore là. Mais je pense en revanche qu'il est temps de réouvrir la question du concordat, ou en tout cas d'une formule qui permettrait de choisir les interlocuteurs musulmans de l'État au grand jour et sous le contrôle de la nation, des citoyens français. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, donc nous sommes en régime laïque de séparation des églises et de l'État, et nous avons un bureau des cultes qui est une branche du ministère de l'Intérieur qui s'occupe en fait des relations avec les cultes. Et le bureau des cultes, depuis plusieurs années, même les frères le disent, hein, je ne suis pas toute seule à le dire, a tendance quand même à regarder un petit peu trop et à faire un peu son marché au niveau des différentes instances islamiques, de sorte qu'on n'est plus vraiment en laïcité, on est dans une forme de concordat qui ne dit pas son nom, et donc qui n'est pas contrôlé par la démocratie. Et donc, si on veut faire du concordat, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser, par exemple, les frères musulmans prendre la totalité du contrôle du culte musulman, on ne peut pas laisser ça comme ça, alors il faut faire un concordat, mais l'assumer complètement. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir choisir ceux à qui on veut parler, c'est-à-dire ceux qui représentent le culte musulman et qui ont une vision compatible avec notre République démocratique, c'est-à-dire qui considèrent que la loi de Dieu ne s'applique pas sur la loi républicaine. Alors, je sais qu'on va me dire que tous les religieux aimeraient que la loi de Dieu pense que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, etc. Sauf que là, dans cette religion-là, et en tout cas parmi les fondamentalistes, donc qui incluent les wahhabites et les frères, par exemple, et les autres, hein, que j'ai d'établir, et les piétistes, eux, ils ont une conception de la religion qui est une conception légaliste, c'est-à-dire avec une loi et avec des normes qui rentrent en conflit avec les normes républicaines, démocratiques. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter parce que tout simplement, on est dans un régime qui prévoit la pluralité des religions. Et donc, accepter une religion dominante, hégémonique et suprémaciste qui impose aux autres une dimitude, c'est-à-dire une définition de leur religion qui est la leur, mais pas celle de l'autodétermination, évidemment, c'est pas possible. Et à un moment donné, il faudra bien que l'État réaffirme ses droits de limiter l'espace religieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour illustrer ça un petit peu mieux, à un moment donné, je crois que c'est Mélenchon ou enfin, des gens de la LFI qui disent mais ce n'est pas à l'État de dire, de délimiter le religieux, de dire si l'abaya est religieux ou pas. Si, bien sûr, c'est évidemment à l'État de délimiter l'espace d'intervention du religieux. Parce que s'il ne le fait pas, c'est la religion qui lui dira, qui délimitera les prérogatives de l'État. Vous imaginez évidemment. bien qu'on est en théocratie. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, voilà, sur le concordat, alors sur la page 229, pour répondre totalement aux questions, aux ratios, donc, j'ai dit plusieurs formes d'orthopraxie piétiste non politique. C'est ça. Bon, comme le wahhabisme madraliste, en fait, hein, j'aurais pu utiliser ce terme-là. Le malikisme soufi marocain, vous savez, c'est celle qui se réfère au roi. Alors, j'ai mis la Jamaat at-Tabligh, disons qu'elle est un petit peu, elle est piétiste, mais en Europe, elle devient très vite politique.